Bonjour à toutes et à tous. 30 minutes, ça va être un certain challenge. Pour une raison du coup de timing, je n'ai pas abordé la partie traitement, ce n'était pas au programme. Mais dans la partie question, on pourra toujours revenir dessus, conformément effectivement aux dernières recommandations HAS qui sont sorties en septembre 2024. Voilà, ce sera l'occasion. Puis je pense qu'il y a différents intervenants que vous avez la chance d'avoir après moi qui vont aussi avoir un time pour justement aborder ces questions-là. Ça va tous nous faire peur quand ça va biper. Bon, juste pour vous dire, effectivement, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'exposé, que j'ai veillé effectivement à ce que quand même... Alors c'est plus vrai quand on parle quand même de la partie thérapeutique, mais voilà, les propos qui suivent sont quand même d'actualité. Le TDAH, c'est donc, comme l'ont très justement dit les différents intervenants en préliminaire de cette journée, un trouble du neurodéveloppement. C'est une condition neurodéveloppementale qui fait suite à un croisement entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui vont déterminer un fonctionnement atypique sur certaines fonctions. Et dans le cadre du TDAH, on va être sur effectivement des fonctions davantage cognitives et motrices qui vont occasionner toute une myriade de particularités de fonctionnement qui parfois vont être très difficiles à gérer au sein des familles, au sein de l'environnement scolaire. Et c'est vrai que souvent, ce qui va nous arriver en consultation, ce sont des situations qui ont un point de départ comportemental. Voilà. Et il faut arriver derrière à comprendre pourquoi l'enfant s'est comporté ainsi, et finalement à identifier le fonctionnement qu'il a au quotidien et dans telle situation qu'elle conduit à ce qu'il se comporte de cette manière-là. Le TDAH, c'est quelque chose, comme on l'a dit en introduction, qui est assez ancien. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir qu'au départ, c'était pour décrire des enfants infernaux, avec des manuels qui étaient faits avec des enfants aux grands doigts et aux grandes griffes. Mais surtout, c'est que c'était la partie motrice qui était mise en avant. Et au fur et à mesure que les classifications se sont modifiées, finalement, l'attention est arrivée comme étant souvent associée à ces enfants qui étaient hyperactifs. Et puis avec le temps, et ben, finalement, on a parlé de TDAH, puis de TDAH. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait une trentaine d'années qu'on est sur cette appellation, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je vais parler du coup aujourd'hui des différents modèles, en allant assez vite, qui essayent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a un fonctionnement ainsi. Au début, dans les années 90, il y a un modèle qui a été soumis à la communauté scientifique. C'est un modèle basé sur un manque d'inhibition. Des enfants qui vont avoir du mal à mettre un délai, à faire aboutir un traitement complet d'information et qui vont avoir du mal à retenir la mise en action et la réponse suite à une situation donnée. Et ce modèle, au fur et à mesure des années, alors il y a eu quelques effectivement modèles qui ont essayé de s'intéresser aussi à des particularités liées à l'éveil, qui aujourd'hui ne sont plus trop au centre des préoccupations, pour arriver sur des modèles mixtes qui vont aborder à la fois des particularités au niveau de la motivation, de l'aversion au délai, et après avec effectivement des composantes qui vont être davantage de changement d'état du cerveau, où vous avez besoin de faire des passages entre votre mode repos et vos modes attentionnels. Voilà, donc tout ça c'est encore en construction, néanmoins c'est vrai que ça commence à converger et on est plus sur un processus cumulatif que sur un processus de c'est ce modèle-là, c'est ce modèle-là, c'est ce modèle-là. Non, c'est un ensemble en fait de particularités de fonctionnement qui conduisent à la symptomatologie observée. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de dopamine et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de recherches dans ce sens avec des suspicions. Alors le souci c'est que la plupart des modèles, on va dire consensuels, peuvent s'expliquer dans la plupart des situations, mais
Ça dépassera rarement 70-75% des situations dans les meilleurs des cas. Et notamment pour le dopaminergique, c'est vrai qu'on peut retrouver dans beaucoup d'études des mises en évidence de particularités au niveau de l'expression du transporteur de la dopamine au niveau synaptique et qui vont conduire à des déficits en dopamine phasique et en dopamine tonique. Tonique, c'est celle de base, et puis phasique, c'est celle qui doit être sécrétée au niveau synaptique pour répondre à la stimulation et à mettre en place une action. Je vais un petit peu vite sur ce propos, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des principaux axes thérapeutiques à disposition, mais ce n'est pas le seul, et il est utilisé en connaissance des recommandations, c'est notamment le méthylphénidate, dont je ne parlerai pas donc, mais l'occasion d'en dire un mot, qui lui va agir effectivement pour augmenter la concentration de dopamine au niveau synaptique. Au niveau, après donc, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de recherches qui conduisent à montrer qu'il y a des difficultés de changement d'état du cerveau. Le cerveau, quand il est sur des tâches introspectives, c'est-à-dire pas projeté sur l'extérieur, il est dans ce qu'on appelle un réseau de mode par défaut. Voilà, c'est une conformation particulière du cerveau qu'il va devoir quitter lorsqu'il va devoir s'orienter vers une stimulation extérieure, donc qui va devoir nécessiter de l'attention. Et il va y avoir des phases successives où on va d'abord identifier ce qui est saillant dans l'environnement. Voilà, c'est digne d'intérêt, c'est un processus relativement fugace, puis après on va avoir une vraie attention, c'est-à-dire un maintien de la focalisation sur l'élément d'intérêt. Et après, on va avoir même besoin d'un maintien prolongé, continu, soutenu, pour pouvoir effectivement l'apprécier, l'intégrer, réfléchir, faire appel à sa mémoire, à ses émotions, les réguler, puis après avoir une bonne réponse. Et c'est vrai que si ça se fait mal, si ça se fait trop vite, vous allez avoir une précipitation, vous allez avoir des informations partielles, et puis vous allez du coup avoir une réaction qui ne va pas être toujours adaptée. Et en plus de ça, il y a... Alors là, c'est l'occasion d'en parler un petit peu, peut-être que je vais... un peu vite, vous me le dites. Il y a aussi autre chose, c'est que dans ces modèles s'inscrivent aussi une particularité qui est assez importante parce que ça fait peu partie des critères cliniques, mais c'est que quand vous êtes donc face à un environnement, vous allez expérimenter. Et en expérimentant, vous allez donc déterminer une pré-réponse, une anticipation à l'expérience qui va suivre. Je l'ai déjà vu. J'en ai pensé du bien. Je l'ai déjà vu, ça a été horrible, je ne vais pas y retourner. Donc vous allez avoir de l'évitement. Et c'est vrai pour la gestion du risque notamment, c'est vrai pour aussi le contact avec les autres, ne pas être trop vulnérable au harcèlement. Toutes ces choses-là, c'est important parce que chez les personnes qui présentent un TDAH, il va y avoir effectivement une mesure assez imparfaite de ce genre de données, dans le sens où quand vous avez donc et c'est le bas de la pyramide, vous allez donc percevoir initialement une nouvelle expérience, puis ça va du coup vous provoquer une récompense. Voilà. Cette récompense-là, elle va servir pour, dans un second temps, construire ce qui sera la motivation à retourner sur cette expérience-là. Donc on passe directement à la pointe de la pyramide, puis on descend au milieu. Et en fait, c'est vrai à la fois pour les choses positives et pour les choses négatives. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de données qui sous-entendent que dans le TDAH, il y a quand même des difficultés à fixer une salience motivationnelle qui va être en adéquation avec une limitation de la prise des risques, notamment. Et ce qui des fois aussi peut poser quelques soucis pour les parents, parce que du coup, on va dire que d'un point de vue éducatif, c'est pas toujours simple de faire avec des enfants qui fonctionnent ainsi. Bon. Un petit point, donc là je trouve ça toujours important de comprendre un petit peu les modèles principaux parce qu'on identifie d'autant mieux une particularité qu'on la connaît et on en comprend un peu les mécanismes. Au niveau du coup des facteurs de risque aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas aller sur un bilan génétique avec une exploration en systématique et loin de là même. C'est plutôt dans le cadre de syndromes génétiques que l'on va se diriger vers ce genre d'investigation. Il n'y a pas dans les recommandations de recours à une consultation génétique. Il faut avoir des points d'appel en plus.
Aujourd'hui, il n'y a pas de facteur de risque, on va dire, génétique qui soit extrêmement consensuel. Il y a de plus en plus de loci qui vont être identifiés, effectivement. Il y a aussi des mécanismes épigénétiques qui vont être suspectés sur le rôle de facteurs environnementaux qui vont venir modifier l'expression du génome. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas l'idée de s'attarder dessus, ce qui est par contre sur le plan, on va dire, génétique, mais de manière, avec une petite prise de recul, le plus important, c'est quand même de s'inquiéter de la famille, de savoir si au premier degré, il y a effectivement des facteurs de risque quand on reçoit un enfant de TDAH. C'est intéressant déjà pour aller dans une perspective diagnostique, c'est-à-dire forcément que ça augmente le risque pour l'enfant qui est face à vous de présenter un TDAH s'il a un parent qui présente, à défaut d'un trouble, des traits. Et c'est d'autant pertinent de s'intéresser à ça parce qu'une fois que vous aurez potentiellement fait le diagnostic, c'est pas pareil aussi de s'adresser à un parent présentant un TDAH ou des traits TDAH. Donc c'est important. Cette réflexion-là, elle est aussi dans une projection de ce qu'on va pouvoir faire après. L'héritabilité, juste un mot, c'est vrai que c'est une notion un peu particulière, c'est la part de variabilité du phénotype entre individus qui est liée finalement à des différences génétiques entre eux. Et on est à un taux de 0,74 sur 1 dans le TDAH. C'est donc un déterminisme qui est quand même assez important. Et pour faire le parallèle avec l'autisme, on est à 0,80, vous voyez. Et quand Catherine Barthélémy disait que ça n'a pas de rapport avec l'éducation, c'est tout à fait vrai. Les facteurs environnementaux, à ce titre, ne comprennent pas de facteurs psychosociaux en tant que facteurs de risque. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve souvent plus de précarité dans les familles où le TDAH est fortement exprimé. Mais parce que ça empêche d'atteindre un niveau académique et donc un niveau de revenu qui soit plus au niveau de la moyenne de la population. Du coup, les facteurs de risque aujourd'hui qui sont identifiés, alors il y a effectivement des facteurs de risque qui sont communs à beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Donc dans une anamnèse, dans une perspective de diagnostic, il est important d'aller les rechercher. Vous allez avoir tout ce qui va être autour du déroulement de la grossesse et notamment tout ce qui va pouvoir engendrer des phénomènes d'hypoxie sur le fœtus. Vous allez avoir donc l'hypertension artérielle gravidique. Vous allez aussi avoir des facteurs qui vont favoriser, on va dire, un syndrome inflammatoire au niveau maternel, dont fait partie l'obésité. Et derrière, vous allez avoir, alors de manière un peu particulière, et il ressort dans ce papier qui est quand même assez conséquent, mais très méthodologique, le paracétamol. Alors, quand on voit ce genre de choses, il faut toujours avoir un œil critique. Ceci étant, le paracétamol, aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches qui sous-tendent qu'il va aussi avoir un effet sur des cellules sur des molécules qui vont servir à la mise en place de la vascularisation placentaire. Et donc une exposition long cours peut engendrer, c'est un papier qui est soumis, qu'on va peut-être passer en biblio dans pas longtemps, qui est sorti dans Nature, qui a mis ça en évidence. Du coup, bon, comme tout, il faut être aussi un petit peu vigilant. C'est vrai qu'il y a des suspectés dans le lot, le fer, le zinc, le plomb. Bon, il faut s'arrêter aussi à une étude d'exposition évidente de l'enfant, parce qu'il y a des fois des familles qui vont venir avec des demandes de bilan assez conséquentes. Ça dépend de leur crainte. C'est un vrai enjeu diagnostique, le trouble le TDAH, pour une raison assez simple, c'est que c'est malheureusement le lieu de beaucoup de stéréotypes, mais aussi de beaucoup de confusions cliniques qu'on pourrait avoir. C'est vrai que je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à dire que ça pourrait être un diagnostic d'élimination quand on a fait l'éviction de beaucoup d'autres causes, mais c'est vrai que l'attention au sens un petit peu populaire avant d'être quelque chose... la définition de l'attention, c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Il faut vraiment avoir un peu de connaissances en neuropsychologie, je pense. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser. Mais de manière assez simple quand même, il y a plein de choses qui peuvent rendre un enfant inattentif dans des contextes différents de sa vie. Il y a les particularités sensorielles. Auquel cas, c'est pas un problème d'attention. C'est un problème de distractibilité surtout.
Et alors là, vous allez me dire, mais quelle est la différence? Bon, c'est vrai que cliniquement, ça va être compliqué à faire. C'est pour ça qu'il faut avoir des observations à la fois pluridisciplinaires, mais aussi avec de l'écologie qui viennent. Ça va venir nourrir en fait votre façon de pouvoir apprécier les difficultés de l'enfant. C'est d'autant plus intéressant que les particularités sensorielles ne répondront pas au méthylphénidate. Donc, et ça, j'en sais quelque chose parce que nous, pour le coup, dans le service, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui présentent un trouble du spectre d'autisme, mais s'ils présentent un TDAH associé, la réponse n'est pas tout le temps bonne. Je dirais même qu'elle est pas souvent bonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'essayer, parce qu'il y a quand même une facilité d'usage sur le méthylphénidate qui permet un essai facile qu'on peut arrêter à tout moment. Il y a aussi effectivement des problèmes de compréhension. Un enfant qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, qui comprend pas, qui a un accès, on va dire, un petit peu altéré à la symbolique, à l'abstraction, va pouvoir se décrocher d'une situation pourtant où on essaye de l'attirer, de le faire travailler, et auquel cas ça va pas être un problème d'attention, c'est un problème effectivement d'accès à ce qui lui est demandé. C'est pareil après pour la disponibilité. Pour être attentif, par contre, il faut être dans de bonnes conditions. Donc, dans une démarche clinique, il faut avoir toujours ce réflexe d'aller tout chercher. Pas par zèle, mais par souci de ne pas identifier un TDAH pour rien aussi. Notamment les facteurs contextuels, un trauma, peu importe. Et là, pour le coup, d'un point de vue clinique, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de la vigilance. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'attention? Bon. On va peut-être pas en arriver jusque-là. Aujourd'hui, le TDAH, eh bien, il a une place dans le DSM-5 et il est séparé en deux dimensions principales. C'est dans l'intitulé, une dimension plutôt d'inattention et une dimension hyperactivité, et ça n'est pas dans l'acronyme, mais d'impulsivité. Or, l'impulsivité, c'est souvent ce qui va conduire à la consultation. Du coup, il faut être assez attentif là-dessus. C'est un trouble donc, qui survient avant l'âge de 12 ans. Alors avant, c'était 6 ans. Mais ça a été rehaussé pour une raison simple, c'est pour éviter effectivement le sous-diagnostic qui était engendré notamment à la survenue des formes, on ne va pas dire tardives, parce qu'elles sont sans doute non détectées avant 6 ans, mais qui s'expriment davantage dans un environnement où les exigences scolaires vont notamment augmenter. Et là, c'est le CP, le primaire. C'est un vrai changement pour les enfants, et c'est à 6 ans que ça se passe, globalement. Donc au final, vous avez passé d'un environnement où vous êtes très libre de vos mouvements, où les attentes, finalement, sont peu académiques, sur des fonctions cognitives très simples, avec beaucoup de moteurs pour faire de la décharge. Et là, on va vous demander de rester à la même place, à côté de la même personne, à faire des tâches sur table. Et c'est là que peuvent se remarquer des TDAH qui pourtant auraient peut-être pu être vus un peu avant, mais en tout cas, là s'expriment vraiment. Il faut que ça s'exprime dans différents milieux de vie. Si c'est qu'à la maison, il faut se préoccuper du système familial, des relations, de comment l'enfant se sent à la maison, aussi de son environnement au sens plus large, même matériel, évidemment, la précarité, le sensoriel, etc. Et si ça n'est qu'à l'école, il faudra se poser d'autres questions, les apprentissages, la sociabilisation, etc., etc. Le harcèlement. Ces critères cliniques, finalement, on peut y rentrer beaucoup de monde. J'ai envie de dire, moi-même, fatigué, je peux faire preuve d'évitement face à certaines difficultés. Alors, c'est pas bien, il ne faudrait pas que je le dise devant mes... Bon, bref. Non, mais de manière un peu plus sérieuse, ça va demander, en fait, de dépasser ces critères. Il va falloir demander, mais du coup, ça s'exprime quand? Est-ce que ça s'exprime depuis longtemps? Voilà, aller chercher s'il y a des facteurs qui pourraient les expliquer, auquel cas c'est réactionnel, et c'est pas l'expression de difficultés qui sont constitutives. Perd souvent ses affaires, la fréquence, quelles affaires? Est-ce que c'est souvent le même manuel ou est-ce que c'est un peu partout dans la maison tout le temps? Et ça, finalement, c'est en exerçant qu'on va réussir effectivement à faire la part des choses, et en revenant finalement à la diapo d'avant, de voir ce qui n'est pas lié à de la fatigue, ce qui n'est pas lié à un contexte, ce qui n'est pas lié à d'autres facteurs, notamment aux difficultés scolaires. Il faut 5 symptômes à partir de 17 ans, et il en faut 6 avant. Et vous avez le même nombre de symptômes sur la dimension impulsivité-hyperactivité.
pour du coup essayer de déterminer si l'enfant, alors là pareil, parle souvent trop, répond souvent à la fin des questions, a du mal à attendre son tour. Ben là il y a plein d'enfants qui sont comme ça. Il faut aussi s'intéresser à l'impact fonctionnel que ça va avoir. Parce que faire l'intéressant, l'intéressante, bon, on peut aussi avoir envie de bien se faire voir de l'enseignant. On peut aussi avoir des compétences intellectuelles un petit peu au-dessus de la moyenne, ou alors un besoin de réassurance, sans forcément que c'est un lien avec la cognition, et auquel cas, voilà, être assez entreprenant. Et du coup, il faut par contre voir si l'enfant n'arrive pas à s'empêcher que ça survienne. Malgré un cadre qu'on va poser et que ça lui coûte finalement, et en relation sociale avec l'enseignant, avec les parents, dans la fratrie, etc. etc. Et là c'est pareil, 6 symptômes ou 5 après 17 ans. Alors cette expression symptomatique, elle ne va pas rester la même en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que là, on est sur des considérations autour du 6-12, mais dès que l'adolescence va arriver, alors c'est en anglais, je m'en excuse, mais on va être face en fait à un autre environnement, à d'autres exigences sociales, relationnelles, et donc c'est pas les mêmes problèmes qu'on va avoir à faire face. On va être sur plus de difficultés à réguler son rapport au risque. On va avoir de la procrastination. Tiens, on dit rarement d'un enfant qu'il procrastine, mais l'ado, on va se le permettre. Mais c'est vrai qu'il a de plus en plus de choses à faire. Il a du mal à planifier ce qu'il doit faire, à s'organiser, notamment au collège. Au collège, en fait, à chaque changement d'établissement, ces changements d'exigence vis-à-vis de l'environnement, des interactions. Et du coup, vous allez aussi avoir le début des expérimentations de substances qui vont pouvoir arriver à cet âge-là. Et du coup, l'arrivée en consultation va pas forcément... Alors là, on est quand même sur des formes assez tardives, mais il y a aussi un rattrapage, et je pense qu'on pourra l'énoncer dans la présentation sur l'adulte. Il y a un manque de repérage des adultes, et du coup, eux, pour le coup, il faut aussi interroger le rapport au travail, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, pour ce qui est de la cinétique des difficultés, on estime quand même qu'un tiers des personnes qui présentent un TDAH dans l'enfance ne va plus répondre aux critères une fois arrivé à l'âge adulte. 40% vont se maintenir à peu près autour de la significativité des critères, et 30% vont se maintenir à un niveau assez important de difficulté. À noter quand même que c'est surtout l'inattention et l'impulsivité qui vont persister. L'hyperactivité, c'est beaucoup plus rare. Voilà. Alors, du coup, ça concerne quand même pas mal de monde. Ça va concerner une prévalence d'à peu près 6% des enfants. Alors, il y a d'autres études qui vont monter à 7,2, on s'en fiche. À peu près 6, c'est ce qui a été retenu par la Fédération mondiale sur le TDAH. Et chez les adultes, en projection, parce qu'on pense qu'on aurait à peu près 2,6% d'adultes avec TDAH, eh bien, on sait par contre qu'ils ne sont pas diagnostiqués, ça c'est certain. Donc là, c'est vraiment des projections sur des modèles qui permettraient de dire qu'effectivement la prévalence serait de 2,6, et avec effectivement des expressions de symptômes qui vont aller, voilà, une prévalence qui va diminuer tout doucement avec l'âge, du fait de ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais aussi d'un repérage qui n'est pas facile, parce que arrivé à un âge plus tardif, les difficultés cognitives vont survenir, et là, auquel cas, ça va commencer à devenir, d'un point de vue clinique, assez difficile. Décidément, l'introduction a lancé plein de pierres dans la bonne direction. C'est vrai qu'il y a aussi un autre challenge, ce sont les filles, pour des raisons multiples. Déjà que les critères ont été établis majoritairement, et les échelles ont été majoritairement testées sur des populations garçons. Donc ça, c'est déjà la base. Parce que leurs difficultés s'expriment de manière, et ça c'est statistique, c'est sans sexisme aucun, de manière plus internalisée en moyenne, c'est-à-dire plus en prenant sur soi, sur des symptômes d'anxiété, dépressivité, plutôt que de l'externalisation par l'irritabilité et l'agressivité que les garçons. Donc, en fait, c'est moins vu, et surtout, socialement, c'est plus accepté. Et on va dire qu'éducativement parlant, ça peut aussi être un petit peu plus induit. Et enfin, et ça c'est un autre point de réflexion, c'est vrai que globalement, il y a plusieurs facteurs biologiques qui font que le fœtus masculin est un petit peu plus sensible que le fœtus féminin. Bref. Tout ça, c'est en tout cas l'occasion de dire que les formes de TDAH chez la fille sont davantage inattentives. La deuxième dimension est moins présente.
Et il y aura beaucoup plus de stratégies de compensation, donc des formes à diagnostic plus tardif. Voilà. Bon, je laisserai le diaporama à disposition à la fin. Du coup, j'ai tout mis. Comme ça permet d'y retourner, même si c'est de l'anglais, c'est très... non mais, c'est 30 minutes. Pour dire, parce que... non mais, alors... maintenant, quand on reçoit quelqu'un en santé mentale, et là, vous voyez, on élargit le spectre, on ne doit pas se contenter d'un diagnostic unique, il faut avoir une approche vraiment large, parce que ce sont des facteurs de risque des fois qui sont communs. Il n'y a pas de raison qui vont vous faire une entité dans toute la classification. Et puis, les difficultés avec l'environnement vont faire que, voilà, il faut aller chercher les problèmes de dépressivité, d'anxiété, il faut aller chercher les problèmes de sommeil. Un quart des enfants ont une insomnie chronique dans le cadre du TDAH. Il faut aller chercher tous les autres troubles du neurodéveloppement. Alors, ce qui a été dit dans un sens, qu'effectivement, dans les situations de TSA, il y a à peu près un cas sur 2 qui vont avoir un TDAH. Alors là, on est dans l'autre sens. On est à peu près à 12%. En tout cas, il faut aller rechercher les problématiques motrices, les problématiques d'apprentissage. Plus d'un enfant sur 2 qui ont un TDAH qui présente au moins un trouble 10. Et les troubles des éliminations, je le mets vraiment en exergue parce que, à défaut d'être le plus fréquent, c'est vraiment ce qui, pour des parents, peut être très difficile à gérer, pour l'enfant socialement, très très destructeur d'un point de vue estime de soi. Donc l'encoprésie, c'est notamment parce que c'est plus l'encoprésie que l'énurésie qui persiste vraiment longtemps. C'est à questionner et c'est pas toujours facile à prendre en soin. Et un autre point qui est très important, et ça c'est pour notamment l'enjeu de la transition ado-adulte, c'est le trouble bipolaire. 8%, et il y a quelques études qui sont à 10 et quelques, c'est énorme. Et donc il y a aujourd'hui toute une école qui va essayer de dire que peut-être qu'on diagnostique aujourd'hui des enfants TDAH qui seraient peut-être des formes prémorbides de certains troubles bipolaires atypiques. Voilà. Ça c'est une réflexion. Mais des enfants extrêmement labiles, parce qu'en fait ça s'observe dans le TDAH, la labilité émotionnelle, eh bien peut-être que ça vaut le coup effectivement de les garder un petit peu en consulte, même si ça va, de les revoir de temps en temps avec un œil un petit peu expert, 2 fois par an, et questionner un petit peu effectivement cette stabilité de l'humeur, le premier épisode dépressif notamment, et y penser notamment quand il y a des gros problèmes de sommeil associés. Et enfin, on parle neurodéveloppement, mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont des enfants extrêmement vulnérables. La perception du risque n'est pas bonne, et d'un point de vue modulation de l'interaction, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a un autre phénomène qui surajoute, c'est que c'est des enfants qui sont très sensibles au harcèlement. Le cap ou pas cap, ils ne vont pas y répondre facilement par non. Ils vont s'engager dedans, et surtout, du fait de l'hyperactivité impulsivité, l'intransigeance dans les jeux, le respect des règles, le partage, eh bien, ils vont souvent être un petit peu mis à l'écart. Donc ils vont être aussi très contents d'avoir des gens qui viennent vers eux, et des fois les gens qui viennent vers eux, il faut arriver quand même à faire le tri, et ils ne le font pas toujours très bien. Donc ils vont être facilement aussi entraînés dans des spirales de harcèlement, de manipulation, et aussi ils sont plus à risque de violences sexuelles. Donc voilà, il faut être assez large. Alors là je vois le timer qui est à 3 minutes. Parce que le propos final était de parler en fait du fonctionnement, donc je vais aller très vite. Ce qui n'est finalement rarement dit, c'est quand même le côté exécutif des problématiques. C'est vrai que fonctionner avec des difficultés d'attention, avec un traitement rapide de l'information, c'est aussi associé souvent à des problématiques d'organisation du traitement cognitif de l'information. Et finalement, toutes ces fonctions où il faut être flexible, il faut inhiber ce qu'il faut, quand il faut planifier ce qu'on va devoir faire, en fait, ça peut aussi avoir plein d'impacts dans l'expression que ça peut avoir. Et là, on peut entendre n'importe quoi. L'usage du mot coq à l'âne. Bon, il faudrait essayer de le réserver quand même. On peut avoir effectivement des changements de sujet de manière un peu itérative comme ça, mais le réserver quand même pour les troubles psychotiques. Il faut faire un petit peu le ménage dans ces appellations-là pour éviter d'aller trop loin dans l'interprétation des signes. Mais c'est vrai que des persévérations, pareil, il peut y en avoir. Parce qu'au niveau émotionnel, vous régulez mal, vous restez sur les mêmes modalités, et du coup ça va faire perdurer. En plus, vous avez un manque de flexibilité, ça va vous faire des fois durer sur des situations de manière un petit peu exagérée. Et là, il y a d'autres hypothèses qu'on pourrait soulever.
Voilà, donc je le mets comme ça, mais c'est important. En tout cas, pour ce qui est du langage, c'est pas souvent associé des problématiques de langage avec le TDAH. Oui, avoir ce fonctionnement exécutif un peu atypique peut entraîner des petites particularités, mais la structure du langage en général est préservée, ce qui est moins vrai dans le langage écrit, mais parce que le langage écrit est beaucoup plus exigeant sur le plan cognitif et des coordinations. Ça, j'insiste, ça donne beaucoup plus d'informations à traiter à l'instant T. Toujours pour aller vite, la sensorialité. Alors, globalement, on est dans une situation de trouble du neurodéveloppement. La sensorialité est un petit peu plus atypique qu'en population générale, mais rien à voir avec le trouble du spectre d'autisme, parce que là, pour le coup, la question de l'impact clinique de ces particularités est rare dans les situations de TDAH. J'insiste. Moi, j'ai effectivement une enfant actuellement en suivi qui a vraiment un profil sensoriel qui est très altéré et qui présente un TDAH, et accessoirement en ICVA 147, mais n'a pas de TSA, et vraiment là, on le perçoit vite quand c'est du sensoriel qui se surajoute. Mais là, c'est dans les manipulations, l'hyperactivité qui va être un petit peu différente, avec beaucoup plus de mise en balance, beaucoup plus de... Oui, oui, tout à fait. Bon, la labilité émotionnelle, pas de problématique de communication sociale, la plupart du temps, sauf pour les formes, on va dire, comorbides. La théorie de l'esprit est globalement préservée, c'est assez discordant. Et enfin, évidemment, tout l'impact psycho-affectif qu'a le trouble. La construction d'estime de soi sont souvent des enfants qui sont très altérés sur l'estime de soi, qui ont une vie sociale qui est compliquée, une vie familiale qui peut être compliquée, avec des modalités d'attachement plus insécures qu'en population générale. Et pour finir, une exposition à un risque de déviation sur des conduites antisociales qui est majoré et qui peut conduire à un taux d'incarcération qui est très important. Et rares sont les troubles en santé mentale qui sont autant associés à l'incarcération. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, si ce n'est pour dire que le diagnostic doit être avant tout clinique et mené en connaissance de ce qu'est le TDAH, en ayant toujours une approche très globale. Voilà. Merci. Du coup,